Maintenant, nous allons vous emmener dans un endroit aussi secret que prisé, le chalet de Claude Nobs, le boss du Montreux Jazz Festival. Toutes les plus grandes stars de la musique y sont passées, de Ray Charles à Prince en passant par Quincy Jones. Et nous avons eu l'honneur d'y être reçus il y a quelques heures seulement par Claude Nobs pour parler du prochain Montreux Jazz, exclusivité Rouge TV. C'est maintenant. Et comme par magie, Mika & Co se transforme donc en Mika Co, près de Montreux, dans le chalet de Claude Nobs. Bonsoir Claude Nobs, merci de nous recevoir dans ce chalet. Vous possédez 2 chalets chargés d'histoire. Vous avez reçu plein de personnalités ici. J'ai fait un petit tour dans le chalet. Il faut voir que juste derrière moi, il y a une photo de Claude Nobs avec Paul McCartney. J'ai vu qu'il y avait un petit téléphone signé Sheryl Crow. C'est un vrai musée. Quelles sont les personnalités qui sont venues ici et qui vous ont le plus marqué en fait dans ce chalet? Il faut préciser qu'on est dans votre chambre et que votre lit est juste derrière. Bon, c'est un peu mélangé parce qu'ici, il y a le lit, le bureau. Donc, quand je tombe du lit, je tombe dans le bureau. Ouais. Et puis, quand je tombe du bureau, je vais me coucher. Seul ou pas seul, mais enfin, bon, on ne sait jamais. Ouais. Si la chance me sourit. Mais dans ceux qui m'ont marqué, c'est ceux qui sont venus très souvent, notamment David Bowie, qui a vécu plus de 10 ans à Blonay, qui venait très souvent. Il déboulait sans s'annoncer. David Bowie est monté dans votre chambre, ici? Oui. Ouais. Et on a passé de... D'ailleurs, j'ai une photo de lui, il fait la fondue au chalet, qui est dans le gros bouquin du festival. Et ici, par exemple, dans cette pièce où on se trouve actuellement, vous avez un souvenir particulier? Il y a un peu tous les musiciens qui sont venus de ces dernières années, parce que là, c'est un peu la partie où il y a le moins de monde quand il y a des réceptions. Alors, on est ici, où on va sur la terrasse ou dans le jacuzzi. J'ai vu qu'il y avait un jacuzzi sur la terrasse. Ouais. Il est très grand, il y a 7 places. Ah ouais. Oui, et puis il y a des jets dans tous les sens. Donc vous avez organisé des superbes fêtes dans le jacuzzi, avec champagne. Oui, bon, mais c'est toujours très sobre quand même. C'est vrai? Il y a plein d'objets signés d'artistes. Oui, David Bowie m'a fait des trucs très, très rigolos. Oui. Je suis sûr que vous ne vous souvenez même pas de tous les artistes qui ont signé les objets. Là, j'ai vu le petit objet signé Sheryl Crow. Il y en a d'autres comme ça que vous avez fait. Mais celui de Sheryl Crow, il faut voir le téléphone. Parce qu'il y a une petite histoire. Ça, la première fois, elle l'a signé en 1997. Ouais. Et c'est marqué « Dear Claude, you have made my life always my best », enfin, Sheryl Crow. Ouais. Quand elle est revenue, ça c'était il y a 2 ans, donc quasiment 15 ans plus tard, elle me dit « Dear Claude, we haven't aged a bit, we are only gotten better ». Donc ça veut dire, on n'est pas venu, 10 ans plus tard, on n'est pas venu plus vieux, on est simplement meilleur. Thank you for all. Back, love, Sheryl Crow. Voilà, ça c'est génial. Donc vous dormez en 2 épisodes, voilà. Exactement. Donc un vrai musée, on le disait. On va parler de vous, évidemment, du Montreux Jazz 2012. Mais en 10 minutes, on va essayer d'aborder 10 dates. J'ai envie d'évoquer 10 dates avec vous sur l'histoire du Montreux Jazz et votre histoire à vous. Si je vous dis 1964, Genève-Cointrin, j'ai lu ça. Eh bien, en 64, au mois de mai, c'est l'arrivée, pour la première fois, avoir été dans un avion, des Rolling Stones au complet. Ouais. Et on voit une photo où Mick Jagger serre la main du douanier à l'arrivée. Et puis après, on voit la photo au Casino de Montreux, sur la scène. Et en fait, ils étaient venus pour une émission anglaise faite dans le cadre de la Rosa, qui s'appelait Ready, Steady, Go. Au même programme, il y avait Adamo et Petula Clark. Et moi, je devais remplir la salle, on ne vendait pas de billets, alors j'avais des invitations. Je disais, allez, là, les Rolling Stones, Petula Clark et Adamo. Puis on me disait, les Rolling quoi? Donc ils étaient vraiment encore complètement inconnus. Ouais. Et le soir de leur arrivée, ils mangeaient à l'Hôtel Eden, à côté du casino. Et il y a un plat d'épinards qui a atterri au milieu de vieilles anglaises. Je ne sais pas si c'est Keith ou Mick ou qui a lancé le plat d'épinards. Moi, j'étais avec eux, j'étais un petit peu gêné, je ne sais pas ce qui était arrivé. Enfin, un des gestes très rock'n'roll des groupes de l'époque. Donc Mick Jagger. 4 ans plus tard, autre rencontre, Aretha Franklin, la première fois en Suisse. En 68, oui. Grâce à même vous en aussi. Europe, première fois qu'elle arrivait. Alors l'histoire du contrat, c'était perdu d'avance, parce que j'ai été voir la manager un mois avant. C'était aussi pendant la Rose d'Or, en 1968. Et puis, je lui fais mon numéro de cirque, je lui montre le prospectus de Montreux, Panorama, les montagnes, blablabla. Puis elle me dit, oui, mais combien d'argent? Alors, avant de lui dire le chiffre catastrophique, je refais mon petit numéro de cirque. Puis je lui dis, $5 000. Alors elle me regarde, elle dit, attends, il y a l'orchestre, le machin. Je
Je dis oui, mais la maison de disques paye les transports. Je dis oui, mais moi j'ai des offres de Paris, Londres, Rome, beaucoup plus élevées. Mais enfin, bon, c'était très heureux de vous avoir rencontré. Bon. Alors j'ai compris que c'était fichu. En partant, je sors de mon attaché-caisse, 2 boîtes de chocolat, et je dis, il y en a une pour Arisa et une pour vous. Il me dit, ah, merci beaucoup. Alors, Arisa, elle vient de Détroit ce soir à New York. Je lui donnerai, ça c'était à New York que ça s'est passé. Je lui donnerai le chocolat. Quand elle arrive, and I call you back. Et call you back en Amérique, c'est une formule très claire, très polie, qu'on jamais on va rappeler. Exactement. Alors, je rentre, évidemment, déprimé à l'hôtel. Le matin à 10h, le téléphone sonne. Arisa loves the chocolate, she's coming to Montreux. Voilà. Donc c'est la boîte de chocolat qui a fait le déclic. Alors, là, en l'occurrence, c'est le chocolat qui a fait la différence. Vous me disiez tout à l'heure, parce que quand même, souvent, bon, il y a le côté artistique, mais il y a des histoires de gros sous. Vous me disiez tout à l'heure que Ray Charles, pour la diffusion de... Oui, ce qu'on voit en fond, là, pour enregistrer le concert, c'était directement cash, hein, c'est-à-dire qu'il vous a dit... il a dit 25 000 $. 25 millions, 5 minutes avant le concert, il a fallu vider la banque quasiment. Ouais. Et puis, il a compté les billets de 100 $. Il est aveugle, mais il avait un moyen de déterminer si c'était 100 $, 50 $, 20 ou 10 $. Incroyable. Et donc du coup, justement, parlons du cachet des artistes. J'imagine que par exemple, quand on fait venir un artiste comme Prince, il est venu 2 fois au Montreux. Bon, il y a le côté évidemment argent, mais il y a le côté aussi, j'imagine, un peu plus artistique et humain. Prince a fait, je crois, une chanson aussi sur le Lavaux, c'est ça? Donc il est quand même très très attaché, j'imagine, à Montreux. Il a improvisé une chanson sur Montreux, qui n'est pas sortie en disque, mais qu'il a improvisé. Mais Prince, en fait, c'est une vieille histoire. Parce que Prince, quand il a chanté à Montreux la dernière fois, il avait 52 ans. Et moi, je l'avais rencontré 34 ans avant, quand il avait 18 ans, il a fait sa première tournée en Europe. Il était inconnu. Et j'ai été le voir pour le premier concert à Amsterdam, ensuite à Paris, au Palace, et puis à Londres. Et là, moi, j'étais vraiment enthousiaste. Je m'occupais de Warner, des relations publiques du groupe Warner Atlantique. Et j'ai dit à tout le monde, c'est vraiment génial, il faut aller le voir, etc. Puis on m'a dit, mais cette espèce de petit nain qui s'est habillé en bonne femme, qui sait ni chanter ni jouer de la guitare. Puis moi, j'ai persévéré. J'ai dit, ce bonhomme est vraiment extraordinaire. Et il a dû se souvenir, à un certain moment, qu'il y a eu un petit Suisse qui était là au début et qui l'a soutenu et qui s'est vraiment bataillé pour devenir une superstar. Puis j'avais envoyé à l'époque, il n'y avait pas de mail à l'époque, c'était des téléfax ou des téléx à tous les directeurs du groupe en Europe pour aller le voir à Paris, après Amsterdam. Et puis là, on m'a dit mais c'était ridicule, qu'il ne sait pas chanter, qu'il est nul à la guitare. Et moi, j'avais gardé ce papier. Et 10 ans plus tard, quand il était à Hambourg, ce triomphe, 10 000 personnes et tout, je le vois le lendemain, puis je lui dis, tiens, voilà ce que j'ai écrit. Puis il me regarde, il me dit, ah, mais t'es gentil d'avoir écrit ça après mon concert d'hier. Je dis, non, pas celui d'hier, le premier que tu as fait en Europe. Ouais. Ça, c'est des petites choses peut-être, mais parce qu'il est difficile, il ne parle pas normalement. C'est comme ça que vous tissez... Il doit vous parler pour qu'on lui parle. C'est vrai. Ouais. Et vous avez tissé du coup un lien quand même personnel avec Prince. C'est quelqu'un qui fait partie de vos... C'est un lien surtout musical, parce que quand il a vu qui j'avais amené à Montreux, des Ray Charles, des Marvin Gaye, Aretha Franklin, enfin tout ce qui est sa culture de base, ils étaient tous venus à Montreux. C'est clair que ça a fait un déclic. Il dit, moi je dois aussi être à Montreux. Ouais. Et quand il est venu la première fois, il a fait un concert très bizarre. C'était à l'époque où il a fait ses 20 concerts à Londres, qui étaient alors les concerts traditionnels de tous les hits. Et à Montreux, il arrive sur scène en jouant When the Saints Go Marching In. Après, il joue un truc de John Coltrane. Il a fait un truc vraiment pas branché. À la fin, il a fait ses hits, mais les gens étaient un peu déboussolés. Ouais. Et quand il est revenu la deuxième fois, c'était le seul concert en Europe. Il est venu seul avec un batteur, un bassiste et un clavier. Il était obligé de travailler un maximum parce que quand il y a des backing vocals, alors qu'on a le temps de faire autre chose, d'aller boire une tasse de café ou bien une section de cuivre, là, il n'y avait rien. Donc c'était un show pur et dur. C'est vrai que c'était assez magique. Pour l'avoir vu et pour l'avoir vu aussi au Stade de France et au Lange Stadium, c'est vrai que c'était pas pareil. Ambiance assez particulière. Vous disiez qu'il considérait que c'était sa meilleure captation de concert à Montreux, hein, c'est ça? Alors, entre les deux concerts, parce que c'était 2 concerts le même jour, il est venu dans ma loge, j'avais un grand écran, il me dit « j'aimerais revoir le premier concert ». Et là, l'entracte a duré presque 2 heures parce qu'il a voulu voir tout le concert. Il n'a pas dit un mot, il est parti dans la loge, il a fait le deuxième concert. Et après le deuxième concert, rebelote, il a dit « je veux voir le deuxième concert ». Mais avant,
Et pourtant, il est témoin de Jéhovah, pas d'alcool, très strict et tout. Il me dit, j'aimerais 2 Long Island cocktails. Puis moi, je ne sais même pas ce que c'était. C'est le cocktail le pire au monde. On met vodka, martini blanc, rouge, cognac, enfin, tous les alcools forts. Ouais. Puis au dernier moment, une goutte de Coca-Cola. Et il en a pris 2 comme ça. On sentait qu'il avait tellement donné, après ces 2 concerts, il avait en fait besoin quasiment d'un choc, un choc thermique ou un choc alcoolique. Très belle histoire. Je voulais revenir aussi sur une date 1983. J'ai vu, là on va parler un peu des affiches. J'ai vu que Keith Haring avait fait une des affiches, Andy Warhol. Finalement les plus grands. Pourquoi ce choix et comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre en fait? Bon, dès le départ, j'avais envie d'une affiche. Alors au début, c'était une photo. Après, il y a eu cette très belle affiche du gramophone avec les fleurs qui sortaient. Ça faisait très flower power, très hippie. C'était l'époque, c'était en 67-68, fait par un artiste local, Roger Bornand. Et puis après, j'ai trouvé aux États-Unis aussi l'artiste qui a fait la dame qui est assise en train de fumer une cigarette, qui fait une clé de sol. On imagine bien que la cigarette, c'est pas une cigarette, mais enfin bon, ça fait une jolie clé de sol. Et puis après, avec Pierre Keller, on a commencé à rechercher des artistes peut-être plus importants. Et c'est par lui qu'on a eu Tinguely, qu'on a eu sa femme, Dickie Saint-Phal, ensuite Keith Haring, et puis même David Bowie, Phil Collins. David Bowie, c'était moi. On va aussi parler du programme 2012. Vous êtes conscient quand même que le Montreux Jazz Festival est un des festivals les plus prestigieux de la planète, que vous êtes déjà une légende, rien que par les histoires que vous racontez. Vous en êtes conscient de ça quand même? Non, alors moi je dois dire que un petit peu quand même. Je reste toujours comme un gamin, toujours émerveillé. Quand je trouve un objet, ou en bas il y a les trains, j'aime bien les trains, mais chaque chose, que ce soit une nouvelle musique, une nouvelle personne, j'ai toujours cette espèce de passion de découvrir les choses. Et surtout ne jamais être blasé. Parce que peut-être avec le succès, on pourrait être blasé, on dirait, oh, non, allez, ça, allez, on continue, etc. Mais avec toutes les années, tous les succès, tous les hauts et tous les bas qu'il y a eu, bien entendu, j'ai jamais eu l'impression que j'avais réussi quelque chose à 100%. C'est vrai. Ce petit manquement de 5 ou 10% où je ne suis pas content, c'est un espèce d'aiguillon qui me force à aller plus loin, à chercher peut-être à faire quelque chose de mieux pour l'année suivante. Et pourtant, ce n'est pas les prix qui manquent. Hein. Vous êtes commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. Vous êtes, Ah oui, c'est le machin que j'ai là, hein, c'est joli. Hein. Oui, voilà, exactement. Bah, vous voyez, vous le portez, donc vous en êtes conscient. Moi, je suis censé le mettre, alors je le mets. Voilà, vous allez régulièrement aux Grammy Awards. Vous avez fêté votre anniversaire avec Sting, Herbie Hancock en 2006. Voilà, donc c'est quand même... Mais pour moi, c'est des gens normaux. Moi, j'espère être resté normal. Vous les avez au téléphone régulièrement. Vous êtes très amis aussi, je crois, avec Tina Turner, hein, que vous connaissez très bien. Aussi, j'étais à son anniversaire, c'était très sympathique. Ouais, voilà. Et puis pendant le comment festival, ça se passe alors avec, par exemple, Tina Turner? Vous avez son portable, vous l'appelez Non, elle m'a appelé, c'est le 1er août de son vrai anniversaire. Ouais. Et puis, elle faisait ça dans son jardin, c'était très sympa. Où ça, à Zurich, au château de... Oui, oui. C'est très sympathique. Et puis ici, bon, aujourd'hui, il y a des journalistes, il y a quelques collaborateurs. Pendant le festival, c'est ouvert. Ici, la maison, elle est ouverte de haut en bas. Il n'y a pas une pièce qui est fermée. Alors on me dit, mais t'es cinglé, on va te piquer quelque chose. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'on va piquer? Un jukebox? On va piquer quoi? Moi, ce que j'aime le partager. Pour moi, c'est même une nécessité presque physique de laisser les gens voir ce qu'il y a là, parce que ça peut être un côté historique, musical, éducatif, mais on le partage. Je ne veux pas le garder égoïstement. Pour moi, je ne vais pas prendre ça avec moi dans la tombe. Alors autant le partager maintenant. On est d'accord. Cette année, peut-être donc des artistes qui viendront ici, dans votre chalet. Mais ils viendront tous ici. Lana Del Rey, Bob Dylan, Bastian Baker, qui était là aussi oui, tout à l'heure. Il est venu tout à l'heure. Ouais. Il est venu déjà plusieurs fois ici. Et puis quand je l'ai entendu la première fois, ça faisait en fait une année à Zermatt, au festival Unplug, qui a eu lieu maintenant. Je dis, je veux absolument qu'il vienne à Montreux. Alors on avait fait la scène extérieure. Et c'est drôle parce que c'est là qu'il y a eu le plus de monde, parce qu'il avait déjà toute son équipe de fans de Villeneuve. C'était incroyable. Et puis après, je l'ai vu à beaucoup d'autres occasions, même dans des trucs plus durs, comme les trucs, ce qu'on appelle les corporate events, c'est des congrès. Alors, tous ces congrès qui engagent des vedettes, même des Madonna ou des superstars, c'est important pour le musicien parce que c'est en général là qu'ils ont les plus gros cachets, plus dans les concerts. Alors, j'ai pu en organiser quelques-uns pour Bastien, mais il est tellement cool, il est tellement à l'aise. C'est vrai, là, il est venu tout seul, même pas un ampli, rien du tout. Et puis, tout le monde était conquis. Ouais, ouais.
Alors justement, si on se projetait dans l'avenir, j'ai envie de vous faire un petit jeu photo comme c'est la tradition dans l'émission. Je vais vous présenter quelques photos, puis vous allez me dire si oui ou non ces personnalités pourraient faire partie du casting du Montreux Jazz. Si je vous montre cette photo. Alors ça c'est drôle parce que, évidemment j'aimerais bien qu'elle vienne, même si maintenant c'est devenu un peu des super productions. J'ai été le premier à la présenter en France. Que je travaillais donc chez Warner, le groupe Warner, on avait également les parfums de Warner Lauren. Et pour lancer la ligne Paloma Picasso, il y avait une grande fête à Paris, dans un grand théâtre, avec... il fallait qu'on amène un maximum de vedettes. Mais je cherchais à Paris des vedettes de notre groupe, dont Fleetwood Mac, Neil Young, etc. Il n'y avait personne. Et un de mes copains me dit, écoute, moi je viens de signer une artiste, le disque n'est pas sorti encore, mais si tu veux, elle viendra, tu verras, elle est assez extravagante, elle est très chouette, etc. Elle s'appelle Madonna. Je dis, bon, il faut qu'elle vienne. Puis c'était au musée Jacquemart, et il y avait la garde française avec leur uniforme, les flambeaux, enfin c'était tout le monde en smoking, tout le monde en robe longue. Donc on m'a bien dit, si elle vient, il faut qu'elle soit en robe longue. Il y avait tout le show business, surtout toute la haute couture de Paris, enfin du monde entier. Elle arrive avec une limousine, elle est son manager, elle sort. Elle avait une robe pleine de trous, des chaînes de vélo avec de l'huile de vélo et pieds nus. Alors ça a été le premier départ de Madonna en France. Alors le lendemain, tout le monde dit « Mais c'est qui? Mais c'est pas possible !» Et puis tout le monde savait, voilà, c'était Madonna. Mais ce serait possible de la voir un jour ici Mais tout est possible. Ouais. On a eu Prince, donc tout est possible. Ouais. Mais vous avez déjà entrepris des démarches? Les Stones, je les ai en 64, bon, c'est évidemment, c'est pas les Stones d'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une envie, quoi. Il y a véritablement une envie, alors, ça c'est clair. Pareil, rapidement, parce qu'on est en retard, mais voilà, si je vous montre cette photo-là. Mais ça me dit quelque chose. En ce moment... C'est la superstar en ce moment. Elle s'appelle Rihanna. Ah oui, voilà, là, je vois qui c'est. Oui. Mais oui, mais bon, moi je n'ai pas de limite. C'est peut-être pas dans les toutes priorités, parce qu'il y a peut-être d'autres chanteuses. Notamment, je suis content d'avoir Jessie J cette année, parce que sur le plan vocal, composition et scénique, pour moi, c'est peut-être vraiment la nouvelle vedette montante. Et très bonne chanteuse aussi et vedette montante en Suisse. Elle a déjà chanté, donc pourquoi pas. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a chanté? Parlant des vaches, là-haut sur la montagne. Les trois cloches chez Alain les trois cloches. Ouais, exactement. Pourquoi pas? Pourquoi? Non, mais à part ça, les politiciens viennent aussi au Montreux Jazz, vous les rencontrez, vous les recevez. Je sais que vous n'êtes pas très fan. Moi, je ne fais pas du tout de politique, j'en ai jamais fait, j'en ferai jamais. Ouais. Mais il y a des gens dans la politique que j'aime beaucoup, comme Jacqueline de Quatreau, qui est la ministre de la police pour le canton de Vaud. Je suis toujours très copain avec Ruth Metzler, qui est une femme admirable et qui a été très dynamique. C'est quand même elle qui a fait passer le PAX, qui est quand même un saut très important sur le plan suisse. Et puis, la plupart des conseillers fédéraux... Première démocratie au monde, je crois qu'il a voté. Ouais. C'est la première démocratie. Et moi, je dois dire que les conseillers fédéraux qui viennent ici, ils sont traités comme tout le monde, même les artistes. Chacun va où il veut, il mange ce qu'il veut, il boit ce qu'il veut, il va se balader dans un coin sur une chaise longue. Je ne suis pas très protocolaire, disons. Ouais. Voilà. Très bien. Juste un dernier mot. C'est la tradition aussi dans cette émission, c'est l'un de nos prochains invités. Si vous aviez une question à lui poser, ce serait quoi? Le voici. Ouh! Alors, oui, je pourrais lui poser une question. Vous me reconnaissez? Je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, jamais il m'a reconnu. C'est vrai. Je l'ai vu aux Jeux Olympiques à Pékin, je l'ai vu à Lausanne, je l'ai vu, je ne sais même pas s'il vient au truc officiel Montreux. Je l'ai vu à Moscou quand il y a eu la grande rencontre des Vaudois à Moscou. Ouais. Je passe à côté de lui, je lui dis bonjour Monsieur Brella. Ah ouais. Eh ben, écoutez, on va lui poser la question. Voilà. Il n'aime peut-être pas le jazz. Peut-être. On va lui poser la question. Merci Claude Nobs. Et à très bientôt. À très vite. Merci à toute l'équipe. Bon vent à vous. Merci. Toujours agréable de faire une émission quand ça coule comme ça sans... C'était avec plaisir en tout cas.
L'émission s'appelle Mika Co au cas où. Mika and Coke. Oui, Mika c'est moi. Non, pas Coke. Non, quelle horreur. Co. Ah non, pas Coke. Hein. Oui, mais attends, il y a un autre jeu de mots. Ah, mais je comprends mieux pourquoi on vous appelait Funky. Oui, mais alors justement, il y en a qui ont déjà rappé parce que ça s'appelle Fucking Claude Lounge. Ah, voilà. Très bien. Écoute, voilà. Non, mais Mika, c'était mon chien d'avant. C'est vrai? Mais oui, j'avais un chien qui s'appelait Mika et l'autre s'appelait Camille. Ah, d'accord. Puis ceux-là, maintenant, ils s'appellent Cookie et Kikou.